Maître Vitelli, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir ce soir sur le plateau de Théovox Actualité. On l'apprécie grandement. Et vous êtes ici ce soir pour nous parler notamment du dossier Good News Chapel qui a déposé justement un avis d'intention de contester la constitutionnalité d'un acte du gouvernement du Québec ou ce qu'on appelle souvent un arrêt ministériel. Au Canada, on ne voit pas ça régulièrement, une Église qui se retrouve devant les tribunaux afin de contester un arrêt ministériel ou un acte du gouvernement. Il y en a eu quelques-unes, mais ce n'est pas des choses qui arrivent couramment. Maître Vitelli, qu'est-ce qui a mené l'Église Good News Chapel à se retrouver devant les tribunaux dans une contestation en lien avec la constitutionnalité d'un acte du gouvernement du Québec? Alors, dans un premier temps, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Plaisir. Alors, tout a commencé, en fait, en date du 9 mai 2021. Il y a plusieurs policiers qui sont débarqués à l'église Good News Chapel à Saint-Léonard. Il y avait plusieurs personnes, selon les policiers, qui sortaient de l'immeuble et qui se rassemblaient dans le stationnement. Et à peu près 171 personnes ont reçu des constats puisqu'ils ont contrevenu à l'arrêté ministériel 2021-20 qui indiquait spécifiquement que dans un bâtiment abritant un lieu de culte, un maximum de 25 personnes peuvent faire partie de l'assistance pour l'ensemble de ce bâtiment. Donc, chaque individu s'est vu donner un constat d'infraction d'à peu près 1 500 $. Wow. C'est quand même beaucoup d'argent. On m'a contactée et maintenant, je représente 107 de ces individus dans leur contestation constitutionnelle de cet arrêté ministériel-là. Donc, en gros. Vous ne fréquentez pas cette église-là? Non, je ne fréquente pas l'église. D'accord. Qu'est-ce qui a mené et où causé ce délai? Parce qu'on est quand même 2 ans plus tard, suivant cette pseudo-pandémie. Pourquoi ça a pris 2 ans avant qu'on puisse vraiment entamer cet avis de constitutionnalité-là? Alors, en fait, dans un premier temps, selon le Code de procédure pénale, la poursuite a un délai de 12 mois de la date de l'infraction alléguée pour émettre le constat. Donc, les personnes concernées ont reçu leur constat presque 1 an plus tard, juste avant la date limite. Printemps 2022. Et par la suite, j'ai commencé à représenter le groupe l'été 2022, mais ça a pris beaucoup de temps pour mettre tous les dossiers ensemble parce que c'était des constats d'infraction séparés. Il fallait tout regrouper ensemble et faire plusieurs, ce qu'on appelle de conférences de gestion, annoncer nos intentions au procureur de la poursuite et au tribunal et par la suite, en fait, avoir une expertise. C'était pas évident. On a trouvé finalement Mme Brittany Irvine, qui est experte dans le domaine, qui a travaillé pour le gouvernement fédéral en matière de pandémie COVID-19, qui nous a aidés dans ce dossier-là, mais son rapport a été uniquement complété au mois de janvier de cette année. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver l'experte et par la suite pour qu'elle rédige son rapport en bonne et due forme. Hier, il y avait la première, pas hier, avant hier, si je ne m'abuse. Le 4 juin. C'est ça. Il y avait la première rencontre devant les tribunaux, ou la première parution devant les tribunaux. Ça l'a donné quoi? En fait, c'était pas la première parution dans le dossier. Comme je vous ai dit, on s'est présenté au tribunal à plusieurs reprises dans le but de joindre les dossiers, mais c'était la première parution depuis qu'on a déposé cet avis en inconstitutionnalité. Donc, l'avis en inconstitutionnalité a été déposé en date du 3 juin. Okay. Ça a été signifié au directeur des poursuites criminelles et pénales, au procureur général du Québec et à la Cour, évidemment. Et on a eu une conférence de gestion le lendemain, donc le 4 juin. Et lors de cette séance-là, en fait, le procureur général du Québec s'est présenté. En fait, j'anticipais pas que le procureur général allait être présent parce que j'ai même pas indiqué qu'il allait avoir une rencontre quelconque, mais ils se sont présentés. On devait quand même regrouper tous les dossiers. On s'était déjà entendu auparavant avec le directeur des poursuites criminelles et pénales et la Cour d'avoir juste ce qu'on appelle un dossier type avec
le pasteur Stefano Gesualdi de Good News Chapel qui allait représenter le groupe et que la poursuite, par la suite, allait être en accord avec le résultat du dossier de M. Gesualdi et que ça allait s'appliquer pour la totalité des autres dossiers, des 106 dossiers qui restaient. Ça s'applique toujours? En fait, le procureur général du Québec est rentré et a dit qu'elle n'était pas nécessairement en accord, qu'il n'y avait personne qui lui avait parlé. Donc, quand la procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales m'a dit qu'elle consentait et qu'on a mis en place la mécanique pour regrouper les dossiers, en fait, moi, je pensais qu'elle parlait pour tout le monde et finalement, on n'avait pas consulté le procureur général du Québec pour faire ce rassemblement de dossiers. Donc maintenant, il faut faire des démarches additionnelles. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais on est en discussion pour, encore une fois, obtenir l'approbation du procureur général du Québec dans le but d'avoir juste un dossier et pas 107 différentes requêtes parce que sinon, c'est de l'argent gaspillé quasiment. Oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, si le pasteur Steve ne peut pas représenter les 106 autres personnes qui ont reçu une contravention, ça va être chaque personne représentée par vous individuellement qui devra aller devant les tribunaux. Effectivement, refaire le même procès à plusieurs reprises, faire une requête comme celle que j'ai déposée dans chaque dossier et faire une audition dans chaque dossier. Maintenant, c'est un peu prématuré de dire quelle est la position du procureur général du Québec, mais j'ai quand même des bons espoirs qu'on peut s'entendre parce que ça prend beaucoup de temps de cours pour faire 107 dossiers. Bien oui, on parle d'années. On parle d'années. Les gens ont le temps d'être retraités. Effectivement. Donc, il n'y a pas de solution encore. C'est un peu prématuré de dire qu'est-ce qui va être le sort de ce débat-là. Oui. Mais quand même, j'ai des bons espoirs qu'on peut s'entendre. Maître Vitelli, on sait qu'il y a eu des dossiers similaires qui ont été contestés devant les tribunaux, notamment en Ontario et en Alberta. Dossiers qui, vraisemblablement, n'ont pas eu gain de cause. Quelles sont vos chances, selon vous, de gagner au Québec une cause? Puis il y a d'autres églises aussi qui ont fait face devant les tribunaux au Québec et qui n'ont pas nécessairement eu gain de cause également. Quelles sont vos chances, selon vous, de gagner ce dossier devant les tribunaux du Québec? En fait, quand on parle de débat constitutionnel, c'est toujours difficile de dire quelles sont les chances de succès. Ouais. Déjà, en partant, j'ai indiqué à l'Église Good News Chapel et les membres impliqués que quand on parle de débat constitutionnel, il faut rentrer comme si on allait déjà perdre dès le début. Mais si on y croit vraiment, et moi j'y crois vraiment dans ce dossier-là, tout comme les personnes que je représente, il faut aller de l'avant. On ne va pas le savoir si on ne s'essaye pas. Okay? Mais, cela étant dit, en regardant les autres dossiers, comme les dossiers en Ontario, en Alberta, je crois sincèrement qu'on a beaucoup plus de chances de succès, notamment à cause de l'article 1 de la Charte. Donc, juste pour vous expliquer brièvement, pour déterminer si une loi est constitutionnelle ou un acte de gouvernement est constitutionnel, il faut premièrement regarder s'il y a violation d'un droit. En Ontario et en Alberta, on a déterminé qu'effectivement, il y a eu violation aux articles 2A, 2C et 2D de la Charte canadienne des droits et libertés. Là où il y a eu problème dans les dossiers de l'Alberta et de l'Ontario, c'était sur l'article 1. L'article 1, si je peux vous la lire, ça indique « La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent pas être restreint que par une règle de droit, dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans un cadre d'une société libre et démocratique. » En gros, ça veut dire quoi? Il y a un test qui a été établi en 1986 qu'on appelle le test de l'arrêt Oaks de la Cour suprême. Premièrement, il faut déterminer est-ce que l'objectif visé par cette loi en question est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté qui est garantie par la Charte. Ça, c'est première chose. Donc, est-ce que la COVID, c'était suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté? Possiblement, on n'aura pas de gain de cause sur cet aspect-là. Mais la deuxième partie, c'est la partie la plus importante. Est-ce que les moyens choisis sont raisonnables? Et il faut regarder le critère de proportionnalité.
En Ontario et en Alberta, les décrets ministériels et les actes de gouvernement concernant les églises regardaient un pourcentage des personnes qui sont régulièrement admises dans l'Église. Donc, mettons que 2000 personnes sont normalement admises dans l'Église, 15 étaient quand même admissibles d'y entrer et d'assister, qui donne quand même un 300 personnes. Donc, au Québec, peu importe la superficie, peu importe combien de personnes assistent normalement à l'Église Good News Chapel, la limite, selon le décret que je vous ai lu au tout début, c'est 25. Selon nous, nos prétentions, c'est que ce n'est pas proportionnel. Et notre experte est venue dire exactement la même chose. À cause de Good News Chapel, pour les personnes qui se sont jamais présentées à Good News Chapel, c'est quand même une bâtisse qui est immense. C'est plus grand de plusieurs IGA. C'est quasiment la moitié de la grosseur d'un Costco. Non, vous avez raison. On parle d'un auditoire, un auditorium qui peut contenir plus de 800 personnes. Puis ils ont quelques auditoriums comme ça à l'intérieur de l'église, là, qui est assez... Et effectivement. Donc, c'est une méga église. Ouais. Et le gouvernement du Québec n'a pas considéré la superficie dans leur décret. Et je pense que c'est sur cet aspect-là de proportionnalité, le fait qu'on a limité à 25 dans l'immeuble au complet, je pense que c'est sur cet aspect-là qu'on a des meilleures chances que les personnes et les églises qui ont débattu sur ce même point en Ontario et en Alberta. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que cette limitation de 25 est survenue après qu'on ait pris en flagrant délit des Juifs hassidiques qui mettaient 25 par salle dans leur synagogue. Là. Et effectivement. Donc, on a changé au tout début. La loi, c'était 25 personnes. Ouais. Et les Juifs hassidiques ont plaidé, bien, on était 25 personnes dans chaque salle, donc on n'a pas vraiment contrevenu à la loi. Alors, on a rajouté par établissement, par immeuble. Donc, pour venir contrer, parce qu'on voulait... oui, effectivement. Bien, au Québec, il y avait une faille. Selon le gouvernement du Québec, il y avait une faille. Mais ils n'ont pas considéré le fait qu'on peut rentrer quand même 2000 personnes normalement dans cette bâtisse-là. Et aussi, autre chose au Québec, c'est que dans cette même période, le mois de mai 2021, une semaine après le 9 mai, on a commencé à permettre les personnes dans les salles de cinéma. 250 personnes dans les salles de cinéma. Une semaine après. Une semaine après. 2 semaines après, 2500 personnes au Centre Bell. Mais pour l'Église, c'était toujours 25 personnes jusqu'au mois de juin 2021. Ouais. Wow. Donc, c'était quand même... S'il y avait quand même une urgence à ce moment-là, je crois qu'on n'aurait pas permis d'aller au Centre Bell pour voir les Canadiens de Montréal. Je suis d'accord. Je pense que c'était une atteinte directement à l'Église à ce moment-là. Quels sont ou quels seraient les enjeux, les répercussions au Québec et à l'échelle canadienne advenant une défaite de l'Église Good News Chapel devant les tribunaux ou d'une victoire? Est-ce que la victoire pourrait servir de jurisprudence à l'échelle nationale? La même chose pour une défaite. Est-ce que la défaite deviendrait aussi une genre de jurisprudence à l'échelle nationale ou provinciale? Le problème qu'on a maintenant, c'est que la pandémie, l'état d'urgence, elle est terminée. Okay? Donc, on ne va pas vraiment se servir de cette loi, au moins pour le moment. Le problème, ça va revenir si jamais un jour le gouvernement décide de gérer et de légiférer par décret lors d'une autre crise quelconque, pandémique ou autre. Je trouve que le point le plus important de mon avis ou de l'avis de l'Église Good News Chapel, c'est la dernière partie qui indique que le gouvernement du Québec, pendant 2 ans, a légiféré basé uniquement par décret. Ils n'ont rien voté dans l'Assemblée nationale. Et c'est un point qui a été dénoncé par le Parti libéral, par Dominique Anglade, qui était la chef du Parti libéral à l'époque. Elle a dit « on ne nous consulte pas ». Je pense que non seulement le contenu de cet arrêté ministériel-là est inconstitutionnel pour les raisons que je viens de vous mentionner, mais également la manière qu'on l'a adopté. Premièrement, ça prend absolument un état d'urgence imminent. Et puis là, ça sort de plus en plus dans les médias qu'il n'y avait pas d'état d'urgence.
En fait, moi, je me base juste sur les faits. Si on ouvre le Centre Bell pour 2500 personnes, il n'y a pas d'état d'urgence imminent, à mon avis. Ça va être notre prétention à nous. Alors, cela étant dit, on veut prévenir que le gouvernement puisse agir de même dans d'autres situations. Et je pense que c'est l'aspect qui est vraiment le plus important dans notre avis et dans notre requête. 2 questions rapides. Oui. Est-ce que ce dossier pourrait avoir des conséquences à long terme sur la liberté de culte au Québec? Non. Honnêtement, le Québec et le Canada, de manière générale, on a une Charte des droits et libertés canadienne, on a la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Et quand les lois sont votées, la manière qu'ils doivent être votées dans la Chambre des communes à Ottawa ou à l'Assemblée nationale au Québec, on voit qu'on n'a pas vraiment beaucoup de contestations constitutionnelles basées sur la religion. C'est mon avis personnel que le fait qu'on a légiféré justement sans consulter l'Assemblée nationale, que ça crée cette distorsion-là de la loi. Et c'est la raison pour laquelle on a des violations. Donc, c'est sûr qu'au long terme, les droits et libertés, c'est justement, on veut prévenir que cette situation se reproduise. Par curiosité, Oui. qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce dossier? En fait, c'était justement le fait qu'on puisse aller au Centre Bell, mais qu'on était quand même restreint à 25 personnes par église, peu importe la grosseur du bâtiment. Pour moi, c'était assez flagrant. Maître Vitelli, je vous appelle Vitelli, peut-être parce que vous dégagez cette vitalité-là autour de vous. Maître Vitelli, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point justement sur un dossier important, parce que je pense que ce genre de dossier mérite qu'on ait... qu'on s'y penche, puis qu'on donne cette attention-là, parce que les répercussions, là, vous représentez 107 personnes à 1500 et plus la contravention, ça représente quand même beaucoup de sous. Effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'églises comme ça au Québec qui ont pris leur courage à 2 mains, qui se sont levées. Et moi, je salue vraiment le courage du pasteur Steve Gesualdi et son équipe et toute l'Église Good News Chapel d'être demeuré un phare dans l'adversité, d'être demeuré un phare alors que nous voulions fermer les églises à l'échelle du Québec. Là, vous pouvez avoir des opinions différentes peut-être de la mienne. Ouais, mais c'était une pandémie. Non, c'est pas une pandémie. Il n'y a pas eu plus de morts. Il n'y a pas eu plus de mortalité. On s'est servi du prétexte de cette pandémie-là pour tuer l'économie, pour arriver à un Great Reset, pour fermer les églises au Québec. Pensez-vous vraiment que le diable va frapper à la porte pour dire « Hey, on veut fermer votre église? » Non! On est plus rusé que ça. On a créé une pseudo-pandémie, puis on était arrivé à mettre l'Église au même plan, à la même échelle que les cinémas, les bars et puis les gyms. Puis on a dit, on ferme ça. Écoutez, je salue le courage de tous ceux et celles qui, au Québec, au Canada, ont gardé leur Église. Écoutez, j'ai même entendu que des églises qui étaient des centres de vaccination. Imaginez-vous donc. On ne va pas faire de politique, mais on ouvre l'Église pour devenir un centre de vaccination. Bref, chapeau à l'Église Good News Chapel, chapeau à toutes les autres églises. Je pense par exemple à l'Église baptiste de Saint-Augustin-de-Desmaures avec le pasteur Guillaume Roy. Je pense à tous ces pasteurs, James Coates, Tim Stevens dans l'Ouest canadien, qui ont même fait de la prison pour avoir gardé leur Église ouverte. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Chapeau à vous, vous avez un exemple pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu le courage de garder leur Église ouverte.